aussi de notre côté, mesdames et messieurs, soyez le bienvenu dans la participation de ce webinaire où on va discuter la taxation sur les plus-values, sur les actifs financiers qui a été dans la presse les dernières semaines, les derniers mois et qui a été décidé ou voté plutôt Parlement en Belgique. Et la première question, Nicolas, que je voudrais vous poser, la taxe est bien sûr les plus-values. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Et deuxièmement, est-ce qu'on parle vraiment d'une nouveauté dans le système fiscal en Belgique? Bonjour Dirk, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quand on parle d'une nouvelle taxe sur les plus-values, cela sort de l'ordinaire parce que pour une fois, pour changer, on taxe le gain sur le capital et plus le revenu, comme on a pu connaître ces dernières années avec différentes augmentations qui se sont succédées. Alors, est-ce que c'est une nouveauté en tant que telle? Eh bien, oui, par rapport au champ d'application qui est beaucoup plus large, oui, par rapport au fait que nous taxons maintenant les plus-values dans le cadre d'une gestion normale du patrimoine privé, mais il y a déjà eu par le passé une tentative de taxation des plus-values dans le chef des personnes physiques en visant des plus-values dites spéculatives, autrement dit des plus-values qui étaient réalisées dans les 6 premiers mois de l'acquisition, mais cette taxe n'a pas subsisté car malheureusement elle n'avait pas atteint son but. Voilà. Et la première question que je voudrais vous poser, Nicolas, c'est à qui ou à quelle personne, quelle catégorie de personnes est-ce que cette nouvelle législation est applicable? Est-ce qu'il parle uniquement donc des personnes privées ou aussi des sociétés? Alors peut-être qu'avant de centrer véritablement le champ d'application et de dire à qui la loi va s'appliquer, il peut être utile de dire que cette nouveauté, cette taxation sur la plus-value vise un régime qu'on pourrait appeler général et résiduaire, mais il y a également 2 autres régimes qui ont été mis en place dans le cadre de cette gestion normale du patrimoine privé. Alors nous nous centrerons aujourd'hui sur le régime général, mais il faut savoir que les différentes opérations de vente des différents actifs pourraient tout à fait connaître dans un premier temps, parce que c'est un régime en cascade, une analyse afin de voir si oui ou non vous êtes taxé sur le principe de la plus-value interne, qui est une taxation à 33%, et je le rappelle très brièvement, cela signifie que vous vendez à une société que vous détenez, vous et votre famille, pour simplifier, à hauteur de 50% ou plus. C'est un régime assez particulier et donc taxé lourdement. Si vous ne tombez pas dans ce régime-là, le deuxième niveau de la cascade peut s'activer. On regarde alors si vous aviez des parts substantielles dans la société, le but étant de moins taxer l'entrepreneur, moins taxer celui qui a créé sa société et qui détient un certain nombre de parts. Cette personne, s'il détient 20% des parts, et on regarde à ce moment-là que sa situation à lui, sera taxée plus faiblement via un régime de taux qui est progressif, allant de 1,25% à 10% lorsqu'on dépasse 10 millions. Et si vous n'êtes ni dans un système où vous vendez à vous-même et vous êtes taxé lourdement, ni dans un système où vous déteniez 20% des parts et dont vous profitiez donc d'un régime plus aisé, moins taxé, eh bien alors vous tomberez dans ce fameux régime général résiduaire qui est taxé à 10%. Mais pour revenir sur votre question de savoir à qui cette loi s'applique-t-elle? Et quand on dit à qui cette loi s'applique-t-elle, on vise évidemment les 3 régimes que je viens de détailler ici. Eh bien, cette loi s'applique principalement aux personnes physiques belges. Cela veut donc dire que les non-résidents ne sont pas concernés, les sociétés ne sont pas concernées et les personnes morales, sont-elles ou ne sont-elles pas concernées? A priori, elles sont concernées et rentreront dans le champ d'application. Certaines qui sont davantage des organismes publics ou qui peuvent donner droit à une attestation qui vous donne une dépense déductible d'impôt, elles seront exonérées de cette taxation. Mais dans le champ d'application principal, on vise bien les personnes physiques et les personnes morales. Nous nous concentrons aujourd'hui sur les personnes physiques. Toutes les personnes physiques belges. Cela veut donc dire aussi bien la personne physique belge qui détiendra un seul compte, que celle qui aura un compte en commun, qui sera en compte d'indivision, qui sera sous la forme d'une société simple, ou même qui sera dans le cadre d'une association de fait. Alors si on donne quelques détails par rapport à ces notions que je viens de brièvement expliquer, lorsqu'on parle d'une indivision, eh bien cela voudra dire que chacun devra déterminer quelle est sa part dans l'indivision et quelle est sa part dans la plus-value, et donc chacun subira sa taxe par rapport à la plus-value qu'il aura réalisée. Si on parle d'une société simple, quand on entend le mot société simple, on se dit c'est une société, ce n'est pas visé. Or, une société simple, en réalité, n'est pas une société. Ce n'est jamais que
un groupement de personnes physiques avec des statuts, avec un but sociétal, mais il n'y a pas de personnalité juridique propre dans la société. Ce qui veut donc dire que, d'un point de vue fiscal, elle n'existe pas. Elle est transparente. Et si elle est transparente, nous regardons donc qui sont les actionnaires de cette société simple. Et chaque associé de cette société simple va donc subir la taxe sur la plus-value. Et ce, que la société ait décidé de distribuer du bénéfice ou non en fonction de ses propres statuts, cela n'a pas d'importance. Comme vous pouvez voir dans le slide, nous avons également ajouté la notion de mineur d'âge. Alors pourquoi ajouter mineur d'âge? Le mineur d'âge, en principe, beaucoup de personnes se disent qu'il ne devrait pas être taxé comme tel, ou du moins il ne devrait pas avoir une taxation particulière. Nous l'avons rajouté ici, suite notamment à différentes réponses données par le ministère des Finances qui dit que le mineur d'âge est une personne à part entière, ce qui veut donc dire qu'il aura sa taxe sur la plus-value en tant que telle, mais surtout qu'il pourra jouir des exonérations si jamais les parents font une demande spéciale pour lui en remplissant une déclaration tout à fait spécifique le jour J. Et le jour J, comme vous le savez, ça sera entre mai et juillet de l'année prochaine, donc 2027. Voilà. Maintenant, donc, on sait déjà, sur quelles personnes cette nouvelle loi est applicable. La question clé est de savoir sur quoi exactement est-ce que cette nouvelle loi est applicable. Et peut-être vous pouvez l'expliquer un tout petit peu. De nouveau, je vois ici le exit tax. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Alors, c'est important effectivement de savoir sur quoi elle va s'appliquer et peut-être se poser juste avant la question de se dire, mais les personnes physiques belges sont visées, les non-résidents ne sont pas visés. Qu'en est-il des personnes physiques qui vont quitter la Belgique et qui de ce fait deviendront non-résidentes et qui de ce fait ne devraient plus être taxées et subir la taxation donc de 10%. Alors c'est nouveau, ça n'avait pas encore véritablement été mis dans des textes. Notre législateur a prévu véritablement une exit tax et donc une taxe pour empêcher les personnes de sortir et de réaliser des plus-values trop rapidement qui, elles, ne seraient pas taxées. Et pour éviter cette dérive, on peut l'appeler ainsi, en tout cas du point de vue du législateur, un délai de 2 ans a été prévu au niveau des textes. Ce qui veut dire que pendant 2 ans, la personne qui quitte le pays, et on prend le point de départ au jour où on change de pays, le jour où on le quitte, eh bien, pendant 2 ans, s'il réalise une plus-value, cette plus-value sera taxée comme s'il était toujours un résident fiscal belge. Alors, il ne paye pas au moment où il quitte le pays, parce qu'il n'a d'ailleurs pas réalisé en tant que tel une vente, mais il y aura ce qu'on appelle un report de paiement. Ce qui veut dire qu'avec tous les pays européens et les pays avec lesquels il y a une convention préventive de double imposition, ce report de paiement sera automatique pendant 2 ans, et si dans les 2 ans aucune plus-value n'est réalisée, eh bien plus aucune taxe sur les plus-values ne sera due. Et si ce n'est pas avec un pays avec une convention préventive de double imposition ou un pays européen, du coup, eh bien dans ce cas-là, le report de paiement devra être demandé. Il ne sera pas automatique. Et dernier élément important à dire par rapport à cela, on veut éviter les résidents qui deviennent non-résidents et puis qui reviennent. Pour cette raison, eh bien, si on revient dans les 2 ans, on fait comme finalement si l'immigration n'avait pas eu lieu. Je reviens donc maintenant sur la question que vous me posiez, mais finalement, sur quoi cette loi s'applique-t-elle? Le principe général est de dire qu'on taxe une opération onéreuse. Et donc, le b.a.-ba de ce type d'opération, c'est évidemment une vente. La vente simple à titre onéreux dans le cadre de sa sphère privée. Ce qui veut dire automatiquement que tout ce qui sortira de la sphère privée ne sera pas taxé dans le cadre de cette législation. Les revenus exceptionnels qu'on appelle revenus divers ne seront pas visés et les revenus qui seraient requalifiés en revenus professionnels ne seront pas visés non plus. On vient de le dire juste avant, exception par rapport aux opérations qui seront malgré tout assimilées, les personnes qui quittent le territoire, qui ne réalisent pas immédiatement finalement cette vente, mais qui vont donc profiter de cette attente de paiement pendant 2 ans, en attendant de savoir si oui ou non ils réaliseront une vente après coup. Et comme je l'avais dit juste avant, s'ils réalisent une vente après coup, ils seront taxés sur la plus-value évidemment calculée au jour où vous étiez résident fiscal belge. Autrement dit, si vous aviez acheté au 1er janvier 2026, pour donner un exemple, et que vous aviez changé de territoire, que vous avez quitté le pays en mai, et que vous ne vendiez qu'en 2028, c'est évidemment la plus-value en mai
qui était calculé par une différence entre le prix de mai et le prix de janvier. C'est ainsi qu'on le calcule pour ces personnes-là. Ça, c'est un élément très important, évidemment. C'est un élément très important pour les personnes qui quittent le pays, qui doivent bien comprendre qu'on ne les taxera pas sur une plus-value future lorsqu'ils sont non-résidents, mais bien uniquement sur la plus-value qu'ils auraient réalisée en tant que résidents. Autre opération assimilée, on parle principalement, pour l'instant, en parlant de vente, véritablement d'actifs financiers tels que des actions, obligations et autres. Les contrats d'assurance sont également visés et donc on vise toutes les liquidations de capitaux dans le cadre des contrats d'assurance lorsqu'il y a un rachat en cas de vie. Ce sont les opérations assimilées. Mais il y a des opérations qui ne génèrent pas véritablement le paiement d'un prix ou qui ne sont pas volontaires. Ces opérations ont été sorties de la taxe. Et quand on dit sorties, en fait, elles ont été reportées. On parle des donations et des décès, ce qui signifie qu'au jour d'une donation, même si on constate que les actifs quittent un patrimoine pour entrer dans un autre patrimoine, il n'y aura pas de taxe. Au jour d'un décès, de même chose, on a véritablement les titres qui quittent un patrimoine pour arriver dans un autre, il n'y aura pas de taxe. Il y aura des règles spécifiques par rapport au calcul de la plus-value, mais nous y reviendrons quand nous discuterons véritablement des méthodes de calcul et lorsque nous visualiserons plusieurs exemples. Ça, c'est donc un élément très important dans le contexte de la planification de succession pour chaque client. Tout à fait. Et on peut rebondir immédiatement sur cette remarque en disant d'où l'importance de bien garder les documents prouvant les dates d'acquisition. Aussi bien dans le chef du donateur que de la personne qui serait amenée à décéder, étant donné que vous devrez faire preuve des dates d'acquisition de ces personnes-là et non pas des dates de donation et de décès. D'autres opérations peuvent être analysées dans le cas de transactions, comme notamment toutes les opérations d'estate planning. On peut imaginer des apports à des sociétés simples, comme tout ce qui est corporate actions. Alors on peut en citer de multiples, que ce soit des fusions, des réductions de capital, des apports, mais ça doit être analysé de manière plus poussée afin de voir si oui ou non les opérations seront amenées à créer une plus-value taxable ou non. Le champ d'application est à propos des actifs financiers. Sur quel instrument financier est-ce qu'il s'agit exactement? Alors, c'est une législation qui, à la différence de ce qu'on a pu connaître dans le passé, dans cette législation avortée, qui a un champ d'application très très large. Ce ne sont pas juste les actions qui sont visées, mais on vise tous les instruments financiers, les actions, les obligations, les fonds, qu'on parle de fonds de distribution ou de fonds de capitalisation, les trackers, les produits dérivés. Donc on voit que dans les produits qu'on pourrait appeler financiers bancaires, la presque totalité de ces instruments seront visés. À côté, et on en a déjà brièvement parlé quand on a parlé des opérations assimilées, nous avons les contrats d'assurance. Les contrats d'assurance de type branche 21, branche 23, branche 44, branche 26 seront également concernés si les opérations sont des valeurs, sont des reventes, sont des rachats, devrais-je même dire, au moment de la sortie en cas de vie dans ces contrats. Et à côté de ces deux, je dirais, catégories principales, nous avons encore les cryptoactifs, donc tout ce qui est finalement Bitcoin et autres, et également tout ce qui est devises. Pourquoi les devises? Eh bien tout simplement parce que les devises vont aussi, si jamais ce sont des opérations qui créent des gains en capital sur les devises, seront concernées, tout comme d'ailleurs l'or d'investissement. Alors il est important de comprendre que tous ces actifs financiers ne sont pas visés uniquement s'ils sont en Belgique. Qu'ils soient en Belgique ou à l'étranger, si vous êtes résident fiscal belge, ils seront concernés. Qu'ils soient cotés ou qu'ils ne soient pas cotés, ils seront concernés également. Donc ça veut dire, Nicolas, si je me permets, quelqu'un qui a un compte en dollars, qui a acheté des dollars il y a quelque temps, le dollar a affaibli ou éventuellement augmenté de valeur vis-à-vis de l'euro. Là, de nouveau, aussi, cette taxation sur les survalues ou les plus-values est applicable. Alors, il faudra rajouter encore un élément de questionnement par rapport à cet élément-là, à savoir, est-ce que c'est simplement un compte de paiement en tant que tel qui est utilisé, ou est-ce que c'est véritablement un compte sur lequel on a l'intention, directement ou indirectement, de faire un profit sur les devises. OK. Puis une question que vous avez probablement aussi, mesdames et messieurs, c'est la question à propos des exonérations possibles. Donc, de nouveau, qui peuvent être exemptés, dans quelles circonstances, éventuellement sur quel genre d'instrument, Nicolas? Alors,
Il y a plusieurs types d'exonération. Il y a l'exonération à demander et l'exonération d'office. Autrement dit, on pourrait dire qu'il y a des types d'opérations qui ne sont pas concernés, des produits qui ne sont pas concernés, et il y a véritablement la possibilité d'avoir une exonération pour un petit morceau sur les plus-values que vous allez réaliser. Commençons par l'exonération à demander. C'est l'exonération annuelle par personne, ce qui veut dire que pour un couple, chaque personne du couple a droit à cette exonération qui est de 10 000 € et qui sera indexée d'année en année. C'est une exonération qui devra toujours être demandée, ce qui veut dire dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, il faudra demander cette exonération au moment, donc de mai à juillet 2027. Et si vous ne l'utilisez pas, il y aura une possibilité, non pas malheureusement de la reporter en additionnant l'exonération d'année en année, mais en profitant d'un petit report partiel à concurrence de maximum 1 000 € pendant 5 ans si vous n'utilisez pas, ce qui veut dire qu'au bout de 5 ans, vous pourriez cette année-là profiter d'une exonération jusqu'à 15 000 € par personne. Ça, c'est par rapport à la demande, ce qu'il faut exiger finalement de l'administration pour profiter de cette exonération. Alors, à côté de cette demande, il y a l'exonération d'office. Autrement dit, les opérations qui ne sont pas visées. Nous visons ici les produits du deuxième et du troisième pilier. Autrement dit, les assurances vie qui sont déduites dans l'épargne à long terme, les produits liés à l'épargne pension, les EIP, et donc tous ces produits finalement qui rentrent dans des catégories bien particulières et qui ont déjà leur propre taxation. Il y a également des opérations internes aux sociétés elles-mêmes, comme par exemple des fusions, des scissions, qui ne vont pas générer directement dans votre chef, finalement, une rentrée d'argent, on pourrait le dire ainsi. Eh bien, ces opérations seront des opérations qui, momentanément, seront, le mot neutre n'est sans doute pas le meilleur mot, mais seront en tout cas non taxées, ce qui veut dire que vous ne serez en réalité taxé que bien plus tard, lorsque vous vendrez la nouvelle action qui remplaçait l'ancienne suite à la fusion. Comme on l'avait déjà dit aussi, uniquement des revenus mobiliers. Donc, si vous avez été requalifié en revenus professionnels, eh bien, il est tout à fait cohérent qu'on ne puisse pas profiter de ce type d'exonération. Et enfin, une dernière exonération beaucoup plus compliquée, mais à mentionner, c'est l'exonération liée aux sorties d'indivision. C'est un point qui a suscité quelques discussions au moment où, dans la législation, on a pu lire que, dans le cadre d'une sortie d'indivision, il était nécessaire de la faire dans les 3 ans. Les 3 ans de quoi ? Les 3 ans du décès qui a fait naître l'indivision, du divorce qui a fait naître l'indivision, ou de la fin de la cohabitation légale qui a fait naître l'indivision. Ce qui veut dire également que si cette opération de sortie d'indivision entre les membres a lieu après 3 ans, eh bien, il y aura taxation. Prenons un exemple assez simple. Cela signifie que si vous avez un compte titre qui est partagé entre 2 personnes et qu'il y en a un qui souhaite tout revendre et avoir l'argent et l'autre souhaite garder les titres, il sera primordial d'intervenir rapidement pour profiter de l'exonération. Si j'ai bien compris, Nicolas, donc ça veut dire que chaque personne en a droit d'une exonération en concurrence de 10 000 €. Est-ce que c'est aussi applicable, par exemple, pour les enfants, donc des personnes qui sont moins de 18 ans? Alors tout à fait. Le ministre qui a été questionné sur le sujet a bien spécifié que les mineurs d'âge pourront également profiter de cette exonération à concurrence de 10 000 € par année. Particularité, un mineur d'âge comme tel ne remplit pas une déclaration et donc il ne reçoit pas une déclaration à l'impôt des personnes physiques. Donc ce sont les parents qui devront faire une demande spécifique pour faire une déclaration spéciale en vue de pouvoir obtenir la dite exonération. Mmh. Maintenant, la question clé est de savoir comment est-ce qu'il faut faire le calcul de ces plus-values. Comment est-ce que ça va fonctionner en pratique? Et peut-être vous pouvez nous donner quelques exemples à ce sujet-là. C'est ici que malheureusement la loi se complique. Alors pas dans la formule de base qui est assez simple, de dire simplement que nous prenons la valeur de vente moins la valeur d'acquisition bloquée à une date fixe qui est la date du 31 du 12 2025, qui est une photo. C'est assez simple de simplement dire une plus-value, c'est la valeur de vente moins la valeur d'achat. Le problème, c'est que dans les faits, il y a toute une série de règles qui doivent s'ajouter à cela. L'une des règles notamment, c'est de dire de cette plus-value, nous n'allons pas retirer les impôts, nous n'allons pas retirer les frais pour la déterminer. Une deuxième difficulté sera de regarder, mais si on fixe la date
ultime pour revenir en arrière pour déterminer cette plus-value au 31/12/2025. Qu'en est-il de moi dans ma situation où je réalise certes une plus-value entre le 31/12/2025 qui est la date photo et imaginons 2027 quand je vends, alors qu'en réalité, si je regarde mon cours d'achat qui doit être pris 10 ans plus tôt, eh bien, je n'étais pas en plus-value, j'étais en moins-value. C'est ce qu'on appelle finalement des sortes de plus-value historiques. Nous y reviendrons avec un exemple pour vous montrer comment ce calcul doit être fait par rapport à ces plus-values-là. Encore un point important, et si je n'ai pas le montant, imaginons que j'ai acheté après le 31/12/2025 et donc je n'ai pas le cours et je ne sais plus prouver que je l'ai acheté, par exemple, en mai 2026. Quelle sera ma valeur d'acquisition ? Est-ce que je vais pouvoir simplement demander de revenir jusqu'au 31/12/2025 alors que le cours du 31/12/2025 était peut-être plus haut ou plus bas ? À l'heure actuelle, dans la législation, il est écrit que si on ne peut pas prouver, et donc indirectement que vous avez acheté évidemment après le 31/12/2025, la valeur sera de 0 €. Alors passons, si vous le voulez bien, aux exemples, afin de montrer comment, dans les faits, cela s'applique. Prenons un exemple assez simple d'une vente, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une personne qui détient déjà, imaginons une action, il la détient déjà depuis 2023, il l'a acheté à un cours, comme vous pouvez le voir, de 70. Au 31/12/2025, qui est la date photo, parce que la législation n'est rentrée en vigueur qu'au 1er janvier 2026, et donc la date photo est au 31/12/2025, elle était à 100, et il la revend un peu plus tard, en 2027, à 120. Suite aux règles que je viens de vous exposer, on ne regarde donc pas au-delà du 31/12/2025, il a bien acheté avant le 31/12/2025, donc ma date d'acquisition est la date photo à 100. Et ma date de vente, bien sûr, c'est la date telle qu'elle est indiquée ici, avec comme valeur de vente 120, et donc simplement une plus-value de 120 moins 100, qui signifie 20. Si vous vous rappelez, on a parlé des opérations assimilées, mais on a parlé aussi des opérations qui n'étaient pas visées, comme le décès et la donation. Et je vous avais dit, je reviendrai avec un exemple afin de vous montrer comment cela se passe quand on parle d'un décès ou d'une donation. Oui. Et dans ce contexte-là, vous avez fait quand même référence aux tax renders. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire, le tax renders ? Alors, la tax render, c'est une taxe beaucoup plus particulière en ce sens où elle concernait déjà la taxation des plus-values, mais c'était des plus-values uniquement sur les fonds de capitalisation, à savoir que la partie créance, finalement, connaissait déjà une taxe sur la plus-value. Mais nous y reviendrons un peu plus tard avec un exemple qui sera chiffré et qui vous montrera pour ce type de fonds comment nous calculons exactement d'un côté la tax renders et de l'autre cette nouvelle taxe sur les plus-values. Il est vrai que lorsque nous avons discuté en début de la taxe sur la plus-value, j'ai insisté sur celle qui avait été avortée. Il y a également cette taxe sur les plus-values qui existe dans le cadre de la taxe renders, mais qui en réalité touche les titres de créance et donc plus le revenu qui est dissimulé derrière qu'une plus-value en tant que telle. Je reviens donc juste sur l'exemple pour les personnes qui décèdent ou les personnes qui donnent, que vous pouvez voir ici. Imaginons une situation où on achète en avril 2026, où la personne décède fin de l'année 2026, et puis ce sont les héritiers, bien naturellement, qui vendent plus tard en 2028. Eh bien, comme vous pouvez le voir dans l'exemple, on va nier l'existence du décès ou de la donation pour calculer la plus-value, ce qui signifie que nous allons reprendre la valeur d'achat de la personne qui est décédée ou de la personne qui a donné, à savoir 70. Nous prendrons la valeur de vente que les héritiers ont obtenue lors du transfert à titre onéreux, et la plus-value sera donc calculée sur 100 moins 70, à savoir 30 de plus-value. D'accord, très clair. Imaginons que la situation n'est pas aussi simple. Vous ne détenez pas un seul titre d'une même société, mais toute une série de titres de cette même société. Imaginons que vous avez acheté ces titres en 2026, 2027, 2028, 2029 et que vous décidez de les vendre en 2030. Ce qui veut donc dire que vous avez, pour un même titre, toute une série de dates différentes d'acquisition. Comment savoir si vous décidez de vendre à un moment donné ces titres, si vous vendez les premiers que vous avez achetés, les deuxièmes, les troisièmes ou même les derniers? Eh bien, la législation répond pour l'instant selon la méthode
dite FIFO, donc First In, First Out, qui dit simplement qu'on vend toujours les premiers que vous avez achetés. Et dans l'exemple que vous pouvez lire, nous constatons que nous avons d'abord vendu ce 2026, puis 2027, puis 2028 pour calculer la taxe sur la plus-value et que nous n'avons donc pas touché aux derniers titres qui ont été achetés en 2029. Il est important de savoir qu'il y a déjà un projet de loi de réparation sur cette fameuse méthode FIFO qui a été annoncé. Les plus-values historiques, j'en ai également parlé juste avant en disant attention, il se peut que la valeur d'acquisition était historiquement plus élevée que la date du 31/12/2025. Et donc, en raisonnant de cette manière-là, on peut se dire il n'est pas logique que je sois taxé sur la plus-value entre cette photo au 31/12/2025 et la photo qu'on fera au moment où je vends. Et il est donc tout à fait cohérent de tenir compte du véritable coût que j'ai supporté quand j'ai acquis mon action. Dans l'exemple que vous pouvez voir ici, la personne a acheté à 150, bien avant l'entrée en vigueur de la législation. On a fait la fameuse photo au 31/12, qui est une somme évidemment beaucoup plus faible que sa valeur d'acquisition. Et quand il a vendu finalement à un cours plus faible que ce qu'il avait payé initialement. Il est donc cohérent de dire que pour lui, ce n'est pas une plus-value, c'est une moins-value. Maintenant, c'est une moins-value, mais uniquement par rapport à cette valeur historique. Si on devait regarder la date du 31/12/2025, ça ne serait pas une moins-value, ça serait une plus-value. Eh bien, le législateur accepte en pareil cas, et ce jusqu'au 31 décembre 2030, de dire que si on peut prouver la date d'acquisition et cette valeur d'acquisition, eh bien, il n'y aura pas de plus-value. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une moins-value. Ça veut simplement dire qu'il n'y aura pas de plus-value. Et donc, cette ligne va, d'une certaine manière, disparaître de la taxe. Alors, quand on dit disparaître de la taxe, ça ne veut pas dire que si vous avez demandé qu'on retienne les 10%, qu'on ne les retiendra pas. La personne, l'intermédiaire financier, si vous avez demandé à celui-ci de retenir la taxe, ne peut regarder que la date du 31/12/2025 ou la date d'acquisition postérieure. Ce qui veut dire que c'est la personne qui subit une taxe, qu'on pourrait dire injuste, qui va devoir, dans sa déclaration, prouver la valeur historique et indirectement se faire rembourser de la taxe de 10% qui a été calculée sur une plus-value qui en fait n'a jamais existé. En pratique, supposez une situation qu'une personne réalise des survalues à concurrence de 10 000 €, il a des moins-values de 10 000 €, ça veut dire que la balance est à zéro et qu'il ne va pas payer donc le 10%. C'est correct? Alors, c'est effectivement un raisonnement tout à fait correct et l'importance dans la question que vous me posez est de faire la différence entre cette fameuse moins-value qui va être réalisée au cours d'une année par rapport à cette date du 31/12/2025 et la moins-value historique dont je viens de parler, qui, elle, finalement, n'existera pas pour être prise en considération en cadre d'une compensation. Nous avons, juste après la question que vous m'aviez posée en matière de fonds, là, un exemple type qui va permettre de montrer comment et à quelles conditions on peut compenser ces moins-values. Mais je me permets, avant de venir sur ce sujet-là, de revenir sur la question que vous m'avez posée juste avant, la fameuse taxe Renders. Et comment calcule-t-on cette nouvelle taxe sur les plus-values qui coexiste avec la taxe Renders qui, finalement, elle aussi, est une sorte de taxe sur les plus-values. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple, ces fonds de capitalisation sont toujours composés en partie, enfin pas toujours, mais dans le cadre en tout cas de l'application de la taxe Renders, ils sont composés en partie d'actions et en partie d'obligations. Dans l'exemple ici, qui est un cas où on connaît la taxe Renders, nous avons envisagé la situation où nous avions un fonds investi à 25% en obligations et 75% en actions. Ce fonds peut ou ne peut pas donner ce qu'on appelle le TIS, qui est finalement la quantité de créances détenues dans le fonds et sa valeur. En simplifiant énormément, c'est ça le TIS. S'il donne le TIS, comment concrètement va-t-on appliquer la taxe? Eh bien, il y a d'un côté la taxe dite Renders, taxe sur les plus-values qui existe depuis toujours, et puis il y a cette nouvelle taxe sur les plus-values qui n'existe que depuis le 1er janvier 2026. Et donc il va falloir tenir compte de ces deux dates. D'un côté, la date d'acquisition véritablement du fonds pour le calcul de la taxe Renders, et de l'autre, eh bien, la valeur au 31/12/2025 pour la taxe sur la plus-value sur les actifs financiers. La première étant un taux de 30%, la deuxième étant un taux de 10%. Et comme vous pouvez le voir ici dans l'exemple, eh bien, on reprend donc la valeur de vente
on calcule d'abord la taxe sur la partie qui représente le gain au niveau de la taxe Renders, et puis ensuite, et seulement donc dans un deuxième temps, on va calculer la taxe sur la plus-value, en évitant évidemment d'être taxé une deuxième fois sur la même chose. D'où, comme vous pouvez le voir dans l'exemple ici, on retire la partie qui a déjà été taxée. Dans mon exemple ici, 10 était la différence entre le TIS calculé au moment de la vente à 35 € et au moment d'acquisition à 25 €. Nous avions donc un TIS de 10 € qui représentait la partie créance. Celui-ci avait déjà subi sa taxation à 30%. Et il est donc cohérent que ces 10 soient retirés de la plus-value calculée dans le cas de cette nouvelle taxe. Et donc, si on calcule la plus-value dans le cas de cette nouvelle taxe, comme vous avez vu dans l'exemple, on a vendu à 250. Ma valeur au 31/12/2025 était à 150. Il me reste 100. Des 100, je retire les 10 sur lesquels j'ai déjà été taxé, et c'est le surplus qui subit cette taxation à 10%. Le raisonnement est le même en termes de pur raisonnement qu'il y ait TIS ou pas de TIS. Par contre, et comme vous pouvez le voir dans l'exemple aussi, le résultat économique, lui, est très différent. Parce que le TIS vous donne réellement la valeur de croissance des obligations par rapport aux actions dans le portefeuille. En l'absence de TIS, on se contentera d'appliquer la règle de 75% dans mon exemple d'actions et 25% d'obligations finalement à la nouvelle valeur de vente. Comme vous pouvez le voir ici, les actions avaient rapporté beaucoup plus d'argent et donc indirectement, on subit une conséquence qui est plus que cruciale, plus qu'importante dans la réalisation de la plus-value et le gain qu'il vous restera. Le calcul de la plus-value, un titre en devise étrangère, puisque donc il y a beaucoup de gens qui ont investi dans un instrument en dollars, éventuellement en francs suisses, en d'autres devises. Comment est-ce que ça va s'appliquer en réalité? Alors, on a déjà parlé des différentes catégories. Dans les catégories, j'ai parlé de devises. Ici, nous ne sommes pas dans la catégorie en tant que telle devise, nous sommes véritablement dans des actifs financiers qui ont été achetés en dollars, en yens, peu importe, donc dans une devise étrangère. Et donc la question qui s'est posée dans le cas de cette législation était de savoir comment taxons-nous une plus-value réalisée sur la vente d'une action qui a été acquise et qui sera revendue en dollars. Et la réponse qui a été donnée est finalement une formule qui n'est pas compliquée. On reprend les titres vendus, on les multiplie par quoi? Eh bien simplement, on reprend la valeur de vente sur le cours de devise au moment de la valeur de vente, moins la valeur d'achat sur le cours du devise au moment de cette acquisition. Et si l'acquisition a été faite avant le 31/12/2025, eh bien, on prend la valeur d'acquisition au 31/12/2025 sur le cours de la devise au 31/12/2025. Et comme vous pouvez le voir dans l'exemple, eh bien, en fonction des situations, cela donnera une plus-value importante du fait que vous réalisez une plus-value et sur la devise et sur le cours de l'action. Et dans d'autres cas, eh bien, l'une pourra compenser l'autre et amènera à une situation différente. Ce qui veut dire qu'en conclusion, pour répondre à votre question, on applique systématiquement le cours de change sur les valeurs d'acquisition et de vente pour déterminer quelle est la plus-value qui sera taxée. OK. Quand on par moins-value, qu'est-ce que ça veut dire de nouveau en pratique? Ça, c'est encore une autre question qu'on devrait élaborer. Tout à fait. Vous m'avez tout à l'heure interrogé sur la manière de le calculer. Et je vous avais précisé que j'y reviendrai juste après, de manière à pouvoir donner un exemple concret. Peut-être revenir sur un autre élément avant de donner l'exemple concret. Qu'est-ce que la moins-value et quand pourra-t-on demander l'application de cette moins-value pour compenser les plus-values? Il y a quelques règles. Une des premières règles, c'est que la moins-value doit être réalisée par la même personne qui réalise les plus-values. Donc, le même contribuable réalise les plus-values et les moins-values pour pouvoir compenser. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, au cours de la même période imposable. Pour simplifier, ça veut dire qu'il n'y aura pas de report. Si vous faites une moins-value en 2027, vous ne pourrez pas la reporter sur 2028, même si vous n'avez pas épuisé votre moins-value. Et la troisième règle, c'est dans la même catégorie d'actifs financiers. Alors cette notion de catégorie d'actifs financiers est une notion en réalité qui doit être comprise dans la lecture de la loi et pas dans la lecture économique. Dans le sens qu'en matière d'actifs financiers, vous pourrez compenser des plus-values et des moins-values entre, par exemple, une branche d'assurance et une vente d'actions, entre des cryptoactifs et des devises. Ce qui veut dire que les différentes catégories d'actifs financiers ne sont pas des catégories en tant que telles, mais sont des types d'actifs financiers où les moins-values et plus-values peuvent être compensées. Et point très important,
à la différence de toute cette explication qui a pu être donnée sur réalise-t-on oui ou non une plus-value en fonction de ma valeur historique, pour les moins-values, ça n'est pas pris en considération. Ce qui veut dire qu'il y a moins-value en regardant la date d'acquisition et au plus loin la date du 31/12/2025. Donc, si vous êtes à 100 au 31/12/2025, on regardera cette valeur-là pour déterminer si oui ou non vous aurez une moins-value que vous pourrez compenser. Comme vous pouvez le voir, c'est d'ailleurs ce qui est fait ici dans l'exemple où on montre la manière de calculer les moins-values. L'exemple que vous pouvez voir ici en termes de moins-value, nous avons 150 en valeur d'acquisition, nous avons 100 au 31/12/2025 et nous avons 80 en valeur de vente. Si on pouvait considérer la moins-value depuis le départ, un calcul vite fait dirait qu'on est à beaucoup plus de 20 de moins-value. Malheureusement, on s'arrête à la date du 31/12/2025 et donc nous avons 20 de moins-value qui pourra être utilisée sur toutes les autres plus-values au cours d'une même période imposable. OK. Vous avez déjà bien nous expliqué le calcul des survalues. La question clé est de savoir quand est-ce qu'on doit effectuer le paiement, soit directement aux autorités fiscales et quel rôle est-ce que la banque peut jouer là-dedans? Alors c'est sans doute l'une des questions les plus importantes pour les clients. Les calculs sont déjà complexes, mais le moment du paiement n'est pas tellement plus simple. On a repris les différents types d'actifs en reprenant d'abord les actifs classiques bancaires, puis les actifs des assurances, puis les cryptoactifs, et enfin en terminant par tout ce qui est devises. Même au sein de ces différents types d'actifs, les règles ne sont pas les mêmes. Certains peuvent profiter d'une retenue de précompte mobilier libératoire qui sera faite par l'établissement financier si on lui demande, d'autres non. C'est ainsi qu'on peut voir que les contrats d'assurance, on peut demander de retenir ou de ne pas retenir. Pour les actifs financiers, on peut demander de retenir ou de ne pas retenir, mais pour les cryptoactifs et les liquidités, ce n'est pas possible. Alors qui retient? C'est nous. Ce sont les intermédiaires financiers qui feront le nécessaire si on nous demande de retenir. Les brokers. Tout à fait. Et si on retient, c'est le même raisonnement que ce qu'on applique habituellement en matière de précompte mobilier, à savoir que c'est définitif, libératoire, anonyme. Nous arrêtons à la retenue et nous ne communiquerons plus rien. L'administration fiscale, l'État ne connaîtra plus rien de cette position-là, sauf si, évidemment, vous demandez de le connaître. Attention que la loi a été tardive. C'est le moins qu'on puisse dire. On parle du 6 avril, mais d'une loi qui est entrée en vigueur au 1er janvier, avec un certain délai qui n'a pas été facile pour les différents brokers, établissements financiers, et donc ceux-ci ne savent pas revenir en arrière. Et donc ils ne pourront retenir ce précompte mobilier libératoire qu'à partir du 1er juin 2026. Donc ça, c'est le moment sur lequel la législation a été devenue en vigueur. 1er janvier, elle est entrée en vigueur, mais non, elle a pris effet au 1er janvier, elle a été votée le 6 avril, mais nous ne pourrons totalement l'appliquer qu'à partir du 1er juin. Okay. Tout à fait. Ça va, très clair. Alors pour revenir maintenant sur l'autre sphère, donc l'impossibilité pour nous de retenir, et donc on ne parle plus de date ici, et donc les personnes qui soit sont avec des cryptoactifs ou des devises pour lesquelles nous ne pouvons pas retenir, ou qui souhaitent qu'on ne retienne pas, et nous y reviendrons dans quelques instants. Dans ce cas-là, cela se fait via la déclaration à l'IPP. Et comme je l'avais dit avant, c'est la même chose pour les exonérations. L'exonération qui n'est pas une exonération parce qu'on ne rentre pas dans le champ d'application, mais parce qu'on veut profiter des fameux 10 000 € par personne, ça ne sera pas possible via une retenue. On ne peut pas limiter la retenue sur cette base-là. Il faudra la demander dans les déclarations à l'impôt des personnes physiques. Les moins-values, nous ne pouvons pas les calculer comme telles. Il faudra revenir dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques. Le fait que ce n'est pas une plus-value parce que le coût d'acquisition historique était plus élevé, il faudra malheureusement revenir dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques. À m'entendre, ça veut dire que malheureusement, beaucoup de personnes seront concernées par une obligation de déclarer pour récupérer, diminuer ou supprimer les plus-values. Un dernier mot sur cette première partie pour les paiements. Les personnes morales, même si nous avons peu parlé des personnes morales aujourd'hui, pour celles-ci, en tout cas chez CBC Bank et chez KBC Bruxelles, le système qui est retenu est un système d'opt-out, ce qui veut dire que ce sont elles qui déclarent comme
telle pour pouvoir profiter du déclaration à l'impôt des personnes morales et être taxé à ce moment-là. Alors peut-on rentrer un peu plus dans le détail? Exactement. Puisque donc les clients sont offerts deux systèmes, opt-out, opt-in. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant en pratique? Alors commençons peut-être par l'opt-out. Que signifie l'opt-out? L'opt-out signifie que ce n'est pas l'organisme financier qui retiendra les 10%, c'est le contribuable qui a subi la taxation, qui a donc réalisé une plus-value, qui va de lui-même devoir tout déclarer dans sa déclaration IPP qui suit l'année où il réalise la plus-value. Attention que l'opt-out, ce n'est pas forcément un choix qui doit être fait pour le tout comme l'opt-in d'ailleurs, dont on parlera juste après. On peut décider d'appliquer ce choix par compte, par banque, même par contrat d'assurance, et donc c'est chaque produit finalement qui connaît son propre régime d'opt-out ou d'opt-in. Alors, peut-être pourrait-on se poser la question de l'opt-out en disant, mais finalement, quels sont les avantages et quels sont les désavantages? L'avantage principal, il est repris dans la liste ici, c'est certainement que vous ne préfinancez pas comme tel un impôt qui ne sera payé que l'année prochaine et donc pas immédiatement. Et on peut donner le désavantage immédiatement, vous perdez votre anonymat. Et donc, vous êtes obligé, si vous ne prenez l'opt-out, de déclarer la totalité des plus-values que vous réalisez et pas simplement celles qui vous arrangent. J'ai parlé de obligation de déclarer des moins-values, obligation de revenir sur les valeurs historiques, obligation d'exonération. Là, vous choisissez ce que vous déclarez. Si vous êtes dans l'opt-out, vous n'avez pas le choix. Vous devez déclarer vos plus-values. Je ne pense pas que l'administration sera triste si vous oubliez de déclarer vos moins-values, mais c'est conseillé évidemment si vous voulez les compenser. Okay, ainsi fonctionne l'opt-out. Passons à l'opt-in. L'opt-in. L'opt-in qui est véritablement en vigueur, en fait on devrait dire est possible de manière systématique depuis le 1er juin si vous êtes resté dans l'opt-in, ou si vous avez fait le choix de l'opt-in, ça dépend un peu des banques aussi, eh bien depuis le 1er juin, vous l'avez systématiquement et donc vous pouvez, si vous l'avez demandé, profiter de cette retenue. Pour le passé, vous pouvez le demander. Nous verrons juste après un calendrier qui explique quand, en tout cas au niveau du groupe KBC on peut le faire, et la possibilité de demander de quand même avoir cet opt-in pour le passé. Et l'avantage, je vous l'ai déjà dit, c'est que si vous le demandez, pour le présent et le passé, il n'y aura systématiquement aucune communication par rapport aux plus-values que vous aurez réalisées, mais malheureusement, vous préfinancerez l'impôt. Mais le choix entre opt-in et opt-out, c'est une décision qui devrait être faite par chaque personne. Exact. Il n'y a pas de conseil à donner et il n'y a pas de conseil tout court. Chaque personne sera amenée à décider de lui-même s'il veut l'opt-in ou l'opt-out. De nombreuses situations peuvent amener à faire un choix pour l'une ou pour l'autre. Sans doute, des indivisions avec de nombreux non-résidents qui ne sont pas visés par la taxe vont pencher pour tel choix. D'autres qui sont dans des catégories un peu particulières de droit, exemple des démembrements où l'un est taxé, l'autre non, peut-être aussi, qui voudront faire un autre choix. Et donc chacun, en fonction de ses comptes et de sa situation, pourra décider en toute connaissance de cause s'il veut choisir pour l'un ou pour l'autre. OK. Et peut-être encore dernièrement un petit mot à propos de l'entrée en vigueur. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Alors parlons avec une ligne du temps. C'est sans doute le plus simple pour que les clients visualisent exactement comment se passe l'entrée et les effets de cette loi, l'entrée en vigueur de cette loi, pardon. Au 1er janvier 2026, comme on l'a vu, la loi est entrée en vigueur, ce qui veut dire que toutes les plus-values réalisées depuis cette date, si on rentre dans le champ d'application que nous venons d'expliquer, vont subir la taxe de 10% sur les plus-values. Nous avons une deuxième date importante, qui est la date du 1er juin. On vient d'en parler, c'est la date à laquelle ceux qui ont demandé l'opt-in pourront véritablement avoir cette retenue systématique au 1er juin. Ce qui veut dire évidemment que ceux qui voulaient avoir l'opt-in, dans certains établissements financiers, ne devront rien faire, comme au niveau du groupe KBC. Si vous n'avez rien fait, vous avez d'office l'opt-in, et dans d'autres groupes, on aurait dû le demander. Mais ça, c'est une date clé du 1er juin. En août-septembre, ces personnes auront la possibilité également de dire si oui ou non, elles veulent qu'on applique l'opt-in pour les 5 premiers mois de l'année. Et donc les 5 premiers mois de l'année où nous n'avons pas pu retenir véritablement la retenue des 10%, eh bien nous pourrons, si le client le souhaite, retenir les taxes sur les plus-values
pour ces plus-values qui auraient été réalisées à ce moment-là. Mais et puis de encore nouveau, deux ça, dates clés. c'est une décision qui devrait être prise par le client. Tout à Pas fait. par la C'est de banque. nouveau une décision qui sera prise par le client. Ce n'est pas parce qu'il a décidé de faire l'opt-in au 1er juin qu'il est obligé de demander que nous retenions l'opt-in d'une certaine manière sur les 5 premiers mois de l'année. C'est son choix. Il peut le faire ou il ne peut pas le faire. Ce sera à lui de décider. À côté de cette décision, il y a des moments clés qui vont être très très importants pour les futures déclarations. De savoir finalement qu'est-ce que je vais recevoir et quand je vais recevoir les documents des établissements financiers pour faire mes déclarations. C'est ainsi qu'on peut voir dans la ligne de temps, printemps 2027, ça sera ce moment-là. Nous n'avons pas encore la date exacte. D'ailleurs, nous n'avons pas encore tous les arrêtés royaux qui vont expliquer comment tout ça va être fait exactement et quels sont les documents qui devront être rendus. À cette date-là, les documents seront donnés dans tous les établissements financiers aux clients afin qu'ils puissent faire le nécessaire dans leurs futures déclarations à l'impôt des personnes physiques. Et vous pouvez voir que très peu de temps après, toujours en 2027, il y aura évidemment pour tous ceux qui n'ont pas souhaité que nous retenions les 10%, communication des éléments afin cette fois-ci malheureusement de permettre aux taxes de faire le nécessaire et de savoir si vous avez déclaré correctement les plus-values que vous aviez réalisées. OK, comme ça, on vient d'arriver à la fin de ce webinaire. Un très grand merci déjà, Nicolas, pour l'explication très claire, très efficace. Et si jamais, mesdames et messieurs, vous avez encore besoin d'autres informations supplémentaires, vous pouvez évidemment faire un appel à Kate, votre assistante digitale, que vous pouvez retrouver dans le KBC Mobile, ou bien vous allez consulter votre gestionnaire en Private Banking Wealth Management, le Private Banker de Wealth Management, et à l'autre côté, donc la présentation et les slides que Nicolas nous a présentés ce soir vont être consultables aussi pour chaque client de KBC. Voilà, donc comme ça, on est arrivé à la fin. Les dernières semaines et dans le contexte de la préparation de ce webinaire, on a reçu tellement beaucoup de questions et je voudrais vous remercier déjà, mesdames et messieurs, pour cet intérêt. Il y a peut-être quelques questions que je voudrais encore radresser de nouveau à Nicolas. Une première question, Nicolas, est supposé donc un emprunt obligataire. J'ai acheté aujourd'hui un emprunt obligataire à un cours de 100% à cause d'une chute d'un taux d'intérêt ou un renforcement de la qualité du crédit de la société émettrice. Donc la valeur de cet emprunt obligataire va être 110. Sur les 10, on doit payer cette taxe sur la survalue. C'est quelque chose de relativement nouveau en matière obligataire où il n'y avait pas de taxe sur les plus-values, on ne parlait pas véritablement de plus-value sur une obligation. Et donc effectivement, lorsque nous allons vendre une obligation, il sera crucial de déterminer sur les 10, quelle est la partie qui est de l'intérêt capitalisé et quelle est la partie qui est véritablement une plus-value obligataire. On pourrait même se poser la question aussi, quelle est la partie qui en fait n'est pas vraiment l'un ou l'autre, mais qui est un rachat si jamais on est au terme, mais sur ces questions-là, à l'heure actuelle, il y a assimilation de ce rachat à la plus-value, du moins c'était l'avis qui avait été donné au niveau du ministre des Finances. Donc c'est important de comprendre que ce n'est pas forcément les 10. Il faut regarder quelle est la partie plus-value et quelle est la partie intérêt capitalisé pour déterminer si oui ou non il y a plus-value. OK. Vous avez aussi nous posé pas mal de questions à propos de la récupération des moins-values. De nouveau, est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail comment est-ce que ça va se concrétiser en réalité et en pratique? Alors, en pratique, nous n'avons pas encore véritablement le détail de la manière dont ça doit être indiqué dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, donc on ne peut pas encore vraiment dire quels sont les codes et quelle sera la manière de rédiger cela. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'il faudra donner des preuves. Et s'il faut donner des preuves, ça veut dire que soit vous aurez les informations directement au niveau de votre établissement financier, qui va vous donner finalement simplement la moins-value réalisée, imaginons, entre mai 2026 et avril 2028. Mais si jamais vous n'avez pas comme telle l'information et que vous devez vous-même aller rechercher, il sera important de garder les documents prouvant les valeurs d'achat et les valeurs de vente. Prenons un exemple assez simple par rapport à une difficulté qui pourrait se produire. L'établissement financier n'avait pas la véritable date dans le système. Et donc pour elle, il n'y a pas une date d'acquisition comme telle qu'elle a pu indiquer. Si je reprends ce que j'avais donné comme exemple au début, on pourrait presque dire que pour moi la valeur est de 0. Et là, il sera primordial pour la personne de pouvoir prouver la valeur si nous n'avons pas pu la donner nous-mêmes. OK.
La taxation sur les survalues est aussi applicable pour des personnes en dessous de 18 ans. Hein. Ça, c'est très clair. OK. Puis j'ai bien compris dans le cadre de l'analyse que vous avez fait, cette taxe jouera quand même aussi un rôle assez important dans le contexte des donations ou de planification de succession. Qu'est-ce que le conseil que vous voulez adresser à chaque client qui pense éventuellement à mettre en place une planification de succession, évidemment? C'est une très bonne question. Très souvent, en matière de planification, on insiste sur la traçabilité. La traçabilité des titres qui vont quitter finalement le patrimoine de la personne qui donne et qui vont arriver dans le patrimoine de celui qui reçoit. Et on insiste sur le fait de ne mélanger pas les titres pour qu'on puisse tracer ces donations. Ici, on peut encore rajouter un nouveau conseil en disant surtout, gardez toutes les preuves d'acquisition du donateur lui-même. Tant qu'il est là, sans doute qu'il pourra donner facilement les éléments, mais si un jour il n'est plus là pour prouver les dates d'acquisition, ça sera un véritable défi pour la personne à ce moment-là de pouvoir prouver la date en question. Donc, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est garder les documents qui vous permettront de prouver qu'on les détenait avant le 31 du 12 2025 ou après le 31 du 25, mais en tout cas la date dans le chef de celui qui donne et donc qui met en place la structuration patrimoniale. OK. Et peut-être encore une dernière question qui a été posée assez souvent, c'est dans le contexte des sociétés simples. Est-ce que vous pouvez encore nous réexpliquer un tout petit peu les implications de cette taxation par rapport aux actifs financiers qui sont incorporés dans chaque société simple? Bien sûr. La difficulté principale d'une société simple, c'est qu'elle est transparente. Donc fiscalement, c'est comme si elle n'existait pas. Et si elle n'existe pas, ça veut dire que chaque associé est considéré comme détenant directement les actifs. Et donc quand la société simple vend, en réalité, ce sont les actionnaires derrière qui vendent. Quand elle réalise une plus-value, ce sont les actionnaires derrière qui réalisent des plus-values en fonction de leur propre qualité par rapport aux parts de la société simple. Donc en plus, il pourrait y avoir des difficultés par rapport au démembrement sur les parts de la société simple, mais restons simples ici et partons du principe que tout le monde détient des parts purement et simplement dans la société simple. Et donc ce sont ces personnes-là qui vont devoir faire les déclarations en fonction de la quantité de parts qu'ils ont dans la société simple. Si vous détenez 1% de la société simple, eh bien 1% des plus-values seront directement pour vous. Et là où c'est très important de comprendre, c'est que la société simple, normalement, elle fonctionne comme un cocon. Elle garde les plus-values, elle garde les revenus et ne les distribue que quand la société simple décide de distribuer. Nous allons donc avoir un système en deux temps. Vous subissez la plus-value alors que vous n'avez même pas encore reçu des montants parce qu'ils n'ont pas encore été décidés, nous n'avons pas encore décidé comme tel de les sortir de la société simple. Et donc, ça sera un nouveau défi pour les personnes qui ont utilisé ces sociétés, souvent pour des outils de structuration patrimoniale, de déterminer comment on paye cette plus-value, qui paye éventuellement cette plus-value, même si dans le chef de cette législation, c'est très clair, c'est le propriétaire des parts qui paye la taxe sur les plus-values. OK, un très grand merci pour toutes ces explications très, très, très claires. Et mesdames et messieurs, donc j'espère que d'abord, je voudrais vous remercier pour votre participation digitale dans ce webinaire. J'espère qu'on a pu vous procurer avec des informations beaucoup plus précises, certainement liées à une problématique qui est quand même relativement compliquée. Si jamais vous avez encore d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas à faire un appel à KBC, votre personne contact, KBC Live, votre gestionnaire dans le private banking ou wealth management, puisque c'est quand même un thème assez important dans le contexte de la gestion de votre patrimoine financier. Voilà, je voudrais vous remercier pour votre présence ce soir et peut-être, en ce qui nous concerne, peut-être à une autre occasion. Bonne soirée à vous tous. Merci.